Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Qui veut la paix prépare la guerre, ou l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Bonjour à tous. Une nouvelle semaine s'achève dans le monde sur les habituelles contradictions entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. En vérité, ceux qui veulent la paix sont-ils vraiment différents de ceux qui veulent la guerre? Mercredi, la Journée mondiale des Nations Unies pour la paix insistait sur la nécessité de tourner les pages de la guerre, mettre fin au racisme, bâtir la paix. Et le thème principal, comment bâtir justement la paix dans un monde prompt à faire la guerre? La paix en question signifie-t-elle juste une absence de combat? Quel lien avec les injustices multiformes, le racisme et le clientélisme? Le jour dédié à la paix a été le jour choisi par Vladimir Poutine pour dire sa vérité aux Occidentaux. C'est le même jour que ces derniers, depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, ont répondu. On retiendra par exemple ce retour à l'âge des impérialismes et des colonies dénoncé par le président Emmanuel Macron. Depuis les indépendances et plus tard, depuis le vent de l'Est, cet âge en question a-t-il changé? A-t-il changé notamment pour les pays du Sud pris à partir à la même tribune où leur neutralité servirait la cause d'un nouvel impérialisme? Le Mali s'est voulu offensif face notamment à la position française. Les autorités de Paris sont qualifiées pour la première fois de junte française. Ces jours, plusieurs pays africains, dont le Togo, ont affiché leur neutralité. Ces pays n'ont-ils pas assez de soucis déjà pour porter de nouvelles charges? Depuis 2 ans, ils ploient sans rompre sous le poids d'une conjoncture économique particulièrement ravageuse. Partout, on ne sait à quel saint se vouer. Au Togo, c'est Fagna Simbe qui s'est mis dans la peau d'un saint. Peut-être Saint-Antoine de Padoue, puisque c'est lui qui est présenté comme le secours des causes difficiles. Toute cette semaine, les 10 mesures contre la vie chère au Togo sont prises et reprises dans les médias par différentes personnalités. Ces mesures sociales chères aux autorités ont-elles la capacité d'influer sur la vie chère? Ceux qui vivent en priorité cette vie chère ont-ils tout compris? Y compris les parents d'élèves qui ont cru dans un premier temps avoir tout compris, notamment le soutien financier décidé en leur faveur. Demain, au moment où les écoles vont rouvrir leurs portes, il se posera, comme de tradition aux partenaires de l'éducation nationale, diverses équations avec comme principal dénominateur commun le franc CFA. Le sort de la monnaie unique continue d'inquiéter dans plusieurs pays de la sous-région. Mais la principale inquiétude de ces dernières années vient du Sahel, où terrorisme et instabilité politique n'ont jamais autant fragilisé les institutions nationales et sous-régionales. La CEDEAO va-t-elle survivre au lever de boucliers de certains militaires? Notre invité, le député Innocent Kagbara, président du PDP et auteur de l'ouvrage Le Togo et l'usure de la francophonie, le Commonwealth. Innocent Kagbara, bonjour. Bonjour, monsieur Guillaume. L'émission est mise en onde par Venceslas Bouga Koudouyol. Les numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Comment vous allez? Je vais très bien, comme vous le voyez. Je sais que vous êtes bien habillé, tout simplement. Non, je suis toujours bien habillé et à l'africaine. C'est pour faire la promotion de nos tailleurs. Ça, c'est une très bonne chose. Ouais. Je sais que vous aimez le sport, et ça, je le sais, mais je ne sais pas si vous pratiquez une discipline. Si oui, laquelle? Je fais un peu de gym, je joue aussi un peu au golf. Au golf? Oui. Le golf, c'est pour les riches. Non, c'est pas pour les riches. C'est ce qui Contrairement ben voilà, il y a beaucoup d'idées qui sont répandues, mais bon, moi, ça me permet de marcher un peu. Et puis avant, je faisais un peu de tennis et de natation. Maintenant, mes activités ne me permettent pas de faire toutes ces activités. Donc, même le golf, je ne joue plus tellement. J'essaie un peu de faire de gym. Un peu de gym. Le golf, vous jouez où, ça? Il n'y a qu'un seul cours de golf au Togo, à Goué. Oui, en fait, je pose la question parce que je sais que vous voyagez beaucoup. Peut-être que vous jouez en non, Turquie. À l'extérieur, non. Non, je ne joue pas à l'extérieur. Vous jouez ici Je jouais, disons, je jouais. Ah, vous jouez? Oui, je jouais. Ok, ce qui me fait poser cette première question sur le sport, c'est parce que ce samedi, il a été lancé au Togo, la journée nationale de sport, et c'est une grande première au Togo. Et la première édition donc, a eu lieu avec la participation de plusieurs personnalités. Et quelle est déjà votre réaction sur cette idée-là? Je pense que c'est une très bonne chose. Nous ne pourrons pas critiquer les autorités. Et quand il y a une initiative allant dans le bon sens, il faut féliciter cette initiative parce que le sport, c'est très important pour la qualité de la vie. Et je pense que de telles initiatives vont permettre aux gens de prendre conscience que nous avons un corps qu'il faut entretenir. Et ça participe également de cette façon d'éduquer notre population à comprendre l'importance du sport. Des fois, on a tellement dans les activités qu'on néglige un peu notre santé. Et si possible, continuellement,
ou de manière hebdomadaire, une fois. Le samedi, c'est très important de faire quelques foulées, de faire ensemble avec des amis ou avec un coach, de faire quelques pas, de faire une petite course. Donc cette initiative est très bienvenue, initiée par le gouvernement. Nous tenons à dire que c'est une très bonne chose. Si même nous-mêmes nous pourrons nous associer à cette initiative, ça serait une très bonne chose. C'est clair que l'appel est lancé à toutes les bonnes volontés à participer massivement à la pratique du sport, je crois les derniers samedis du mois, comme on l'a eu dans le samedi. temps. Oui, oui. Vous, je ne sais pas si vous étiez là, non, quelque part dans un groupe. Non, pas pour cette fois-ci, mais peut-être pour l'année prochaine. Vous étiez occupé? Un tout petit peu. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire du sport, mais il est démontré de plus en plus que la pratique du sport permet à ce que... Même les crises cardiaques maintenant... À résoudre justement. Oui, 35-40 ans, hein, crise cardiaque, AVC, parce que nous sommes devenus des sédentaires, nous ne faisons pas d'activité. Parce que même quand vous allez sous d'autres cieux, il est conseillé, même quand vous sortez de votre boulot, de faire 5 minutes de pratique de marche ou d'aller dans une salle de gym, que c'est véritablement important pour votre santé, c'est important pour votre cœur, et il est conseillé. Bon, nous, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez, vous êtes dans la climatisation, vous prenez une moto, vous prenez un véhicule, vous arrivez au boulot, vous finissez de travailler, vous rentrez, vous prenez les enfants, vous vous dites que vous n'avez jamais le temps, mais la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Donc, il vaut mieux faire le sport, prévenir contre les risques liés aux accidents cardiovasculaires et à d'autres, à l'hypertension, que de se retrouver à 50 ans en train d'être dépendant d'un certain nombre de pathologies où vous allez dépenser toute votre vie. Vous avez travaillé pour gagner de l'argent, mais si vous ne prenez pas soin de votre santé, c'est vers la fin. Mais cet argent que vous avez gagné là, vous allez dépenser tout cet argent-là pour vous soigner. Donc, le choix est clair. Comme on l'a dit tantôt, il y avait plusieurs personnalités qui étaient là. On a vu, par exemple, le Premier ministre. On a vu également la ministre des Sports. Depuis qu'elle est là, elle prend beaucoup d'initiatives. Est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais personnellement. Je l'ai aussi connue. Bon, je savais qu'elle avait une clinique et je l'ai connue aussi quand elle est venue au Parlement pour qu'on adopte la loi qui lui permet également de professionnaliser un peu les activités sportives et surtout le football. Bon, je pense que elle est très volontariste et puis c'est une dame qui veut faire changer les choses. Donc c'est pour ça, moi, elle a personnellement mon soutien parce que nous sommes pratiquement de la même génération. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et puis je pense qu'elle a pu discipliner un certain nombre de disciplines où des gens confondaient un peu leur caisse à la caisse de la fédération ou de leur association. Mais au moins elle a pu faire ça. Donc sur le plan footballistique, un certain nombre de choses, j'ai vu quand même qu'il y a un tout petit peu de l'amélioration, même si les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous. Mais je crois qu'il y a quand même du renouveau. Il y a des initiatives qui sont prises et il faut dire qu'il faut le temps pour que ça se concrétise. C'est clair que ce département, il est courant d'avoir des hommes. Là, c'est, je crois, une première et qu'on ait une femme là. Est-ce qu'elle va réussir aussi parce que c'est une femme? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas une question de femme, parce que des fois, on peut vous traiter de sexisme. Moi, c'est les compétences. Elle a les compétences pour réussir sa mission, c'est tout ce que je retiens. Qu'elle soit une femme ou pas, ce n'est pas là le problème. Et ce n'est pas un poste qui est réservé aux hommes. Une femme aussi fait le job, et la preuve, c'est qu'elle est là, elle est en train de faire le job. Quand on parle des ministres qui réussissent, je crois qu'on aura le temps de parler de notre ministre, le ministre de l'Éducation nationale, puisque beaucoup parlent de lui, mais clôturons le sport, là, la partie sport. Cette semaine, on a vécu quand même un moment historique. Je ne sais pas si vous aimez le tennis. L'une des icônes de ce sport, Roger Federer, a tiré sa révérence. Il a quitté les cours. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous l'aimez. Ouais, je ne sais pas si vous, c'est Nadal ou Djokovic. Ou vous n'aimez carrément pas le tennis? Si, j'adore le tennis. Moi, c'était beaucoup plus Federer, après c'était Djoko. Mais maintenant, j'adore aussi Nadal. Vous allez voir dans chaque discipline, en fonction des générations, on a 2 ou 3 joueurs qui sont au-dessus de la mêlée et qui continuent jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Et le fait que l'un soit là, ça donne envie à l'autre d'exceller. Moi, c'est ce que j'admire. Quand vous prenez dans le foot, vous prenez Cristiano Ronaldo et vous prenez
comment il s'appelle, Messi. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une certaine opposition entre le joueur qui est actuellement Manchester City, Haaland, et Mbappé. Bon, voilà, donc ça vous donne envie de faire soit comme eux, soit être à leur niveau, ou bien ça donne envie aux deux challengers, l'un de prendre le dessus sur l'autre. Donc, c'est une très bonne chose. Et bon, j'ai suivi aussi la retraite, comme vous le dites, de Federer. Je pense que c'est un joueur qui a marqué son époque. C'est un joueur qui a donné aux jeunes générations envie de faire du tennis. Et c'est une très bonne chose. C'est un vrai champion, ce gars-là. Et ce que j'aime en lui, c'est sa partie, son sens d'abord de la responsabilité et son côté humain. Quand on parle de retraite, quand on parle de tennis, on ne peut pas ne pas parler de Serena Williams qui a également pris sa retraite. L'américaine. C'est toute une génération qui est en train de partir. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant dans des pays même qu'on ne connaissait pas. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont fait le job et ils ont donné envie de rêver à une certaine génération. Et c'est cette génération qui actuellement qui est au pouvoir. Ils se font un tout petit peu vieux. Donc peut-être qu'il faut se reconvertir, il faut être un agent de joueur, il faut être sur les plateaux pour commenter, il faut devenir entraîneur. Donc il y a une nouvelle vie qui s'offre à eux. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité. Et de toutes les façons, ce n'est pas des gens qui sont à plaindre. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas des gens qui sont à plaindre. Donc le problème ne se pose pas. C'est pourquoi quand vous parlez de pratique, quand vous m'avez dit au départ que vous pratiquez, comment on appelle le golf. Le golf, oui, j'ai souri un peu parce qu'on sait que certaines disciplines comme le tennis. Non, moi, essentiellement, si j'ai choisi cette discipline, c'est pour marcher. Beaucoup d'argent. Non, non, le golf ne rapporte pas de l'argent à l'homme. Il faut enlever ça. Non, mais je ne parle pas de l'homme. Oui, mais ce n'est pas un truc professionnel. Moi, c'était juste pour marcher. Je voulais un sport qui ne me fatigue pas trop, qui me permet de marcher durant 2 ou 3 heures. Donc, c'est juste pour ça que j'ai choisi cette discipline. Peut-être qu'un recruteur passerait pas à Guinevere, on ne sait jamais. Peut-être qu'on vous retrouverait après sur les greens à l'international. Je vais clôturer finalement sur les questions liées au sport parce que hier, le Togo a joué un match amical, les éperviers. Ils ont été battus par la Côte d'Ivoire et 2-1. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas suivi. Je n'ai pas suivi, mais j'ai suivi un tout petit extrait. Je pense que le pénalty n'était pas mérité. On aurait pu faire 1-1. Je pense que l'équipe togolaise a été quand même valeureuse. Il faut féliciter. Nous, retenez une chose, hein, avec tout ce qui se passe, retenez une chose. Il y a 2 ou 3 ans, on n'aurait même pas pu jouer un match amical avec la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ou 3 ans, dans l'ensemble des compartiments, on n'aurait même pas pu tenir 45 minutes face à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est tout ce que je retiens. Qu'il y a quand même un travail qui est en train d'être fait, depuis que Duarte est là et depuis que la ministre est là. Bien, merci. Je parlais de la ministre des Sports tantôt. Enchaînons avec un autre ministre dont le nom revient de plus en plus dans l'actualité nationale. Il s'agit du ministre Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires et secondaires. Vous savez que nous sommes à la veille d'une nouvelle rentrée, la rentrée pour le compte de l'année 2022-2023. Quels sont vos souhaits là, pour notamment les élèves d'abord? Non, pour les élèves, c'est que c'est penser à leur sécurité et qu'ils aient les meilleures conditions pour pouvoir aller à l'école. Qu'on puisse finir l'année sans trop de perturbations. À l'endroit du personnel d'encadrement, beaucoup de professionnalisme et de savoir que nous sommes là pour ces enfants et que ces enfants sont la relève de demain. Au niveau des autorités, mettre les moyens à la disposition de l'ensemble du dispositif pour que l'année puisse se passer dans les meilleures conditions parce qu'il y a beaucoup de reproches, il y a beaucoup d'investissements qu'il faut faire, il y a beaucoup d'accompagnement. Vous avez parlé tantôt du ministre. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître que ce monsieur, il a de l'audace. Moi, c'est tout ce que je peux retenir. Il y a 2 semaines, un enseignant était ici et il nous disait en ce qui concerne le cours de la nouvelle année, comme on ne sait jamais, que des imprévus peuvent toujours subvenir, peuvent intervenir dans le courant de l'année. On sait que nous venons de passer une année qui a connu une toute petite perturbation quelque part et puis après, le reste du calendrier s'est déroulé normalement. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'on ait une année sans difficulté? Je pense que l'ensemble des acteurs sont conscients que nous ne pouvons pas sacrifier l'éducation de nos enfants sur l'autel des égos d'un certain nombre de personnes qui sont acteurs de l'éducation. Et ça, c'est de tous les côtés. Donc, nous pensons que les gens sont suffisamment conscients pour mettre la balle à terre pour que nous puissions nous entendre sur le minimum. Parce que des fois, quand vous parlez des revendications, on vous parle également
des moyens qu'il faut mettre parce que c'est un secteur qui bouffe assez de sous. Et moi, à vrai dire, je pense qu'il faut reformer le secteur dans son ensemble. Et il faut avoir le courage de dire que beaucoup de ministres sont passés. Il faut reconnaître que celui-ci, il essaie de bouger, même si on n'est pas d'accord avec toutes ces initiatives, il essaie de faire bouger les lignes. Mais il faut réinventer notre système éducatif. Dans beaucoup de pays anglophones, un pied à l'école, un pied dans l'entrepreneuriat. Et on apprend aux gens à se prendre en compte. On apprend aux gens à aimer le pays, la formation civique, la formation à la citoyenneté. On apprend aux gens à devenir des patriotes. Qu'on ne retrouve pas dans des pays francophones. Il n'y a que dans des pays francophones où vous voyez que les gens ne sont pas contents de leur pays. C'est vrai, ils ne sont pas contents parce que des fois, il peut y avoir la mauvaise gouvernance. Mais il faut qu'on aime ce pays. Parce qu'on n'a qu'une seule patrie. Moi, c'est au niveau du changement des mentalités. Seconde chose, au niveau du bilinguisme. Il faut que nos pays commencent par être totalement bilingues. Donc la réforme doit être... Moi, je ne parle pas de l'anglais littéraire où on demande aux gens d'exceller pour avoir 18 et après, ils ne peuvent pas s'exprimer. Moi, l'anglais, je vois aussi bien le speaking, le writing, aussi bien d'autres choses. Ce n'est pas l'anglais académique que nous, on a eu à faire. Donc, c'est un certain nombre de dispositifs. Et puis, les filières techniques. La véritable formation technique. Dans les pays anglophones, on met l'accent beaucoup plus sur la formation technique, ce qui fait que même déjà à partir de la 3e ou à partir de la terminale, vous pouvez vous prendre en charge à travers une activité pratique. Bon, nous, dans nos pays, quand on était au collège, il y avait des travaux manuels. On ne sait plus si ces travaux existent, mais ces travaux-là ont permis à certains de devenir des professionnels de ces domaines. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Nos langues endogènes, nos langues, parce qu'au Kenya, au Rwanda, dans un certain nombre de pays, on fait même les mathématiques en Swahili. Mais qu'est-ce qu'il en est du Togo? J'ai vu qu'il y a même une circulaire que le ministre a fait passer et qu'ils sont en train de faire une réflexion sur ces langues-là. Donc, c'est un certain nombre, je pense qu'il faut les états généraux, parce que la réforme, c'est, je pense, la réforme de 115 ou de 117. Et depuis cette réforme-là, il n'y a pas eu de réforme. Il faut remettre les choses à plat, il faut discuter avec l'ensemble des acteurs et faire de notre éducation une priorité. Là, par exemple, beaucoup l'ont reconnu qu'il y a un début, parce que, par exemple, on va avoir de la philosophie dès les classes de seconde. On va avoir un certain nombre de chamboulements au niveau de ce qui est enseigné aux élèves. Comme vous, certains pensent qu'il faudrait justement finalement passer à ces états généraux, puisqu'ils avaient été annoncés il y a quelques années, mais malheureusement... Tout le monde est conscient, l'ensemble des acteurs, aussi bien le ministre, aussi bien le chef de l'État, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Et puis pourquoi est-ce que nous devons... Il faut être courageux et audacieux de dire est-ce que tout le monde est fait pour les études supérieures? Pourquoi est-ce qu'on va former autant de médecins? Vous prenez la faculté de médecine, en première année, paraît-il qu'ils sont 1500. Sur les 1500, peut-être qu'il y a une centaine ou au plus de 100 qui sont retenus. Les autres, vous les retrouvez dans les autres pays, tels que le Mali, d'autres pays. Mais ces gens-là, c'est pour quel marché? Est-ce que c'est pour l'État ou les cliniques privées? Pourquoi faire 7 années de médecine, 8 années avec une spécialisation, 10 années pour toucher 200 000? Ça vaut la peine? Il faut réorienter. Il faut créer des filières. Il faut que l'État crée un fonds pour soutenir l'enseignement supérieur. Mais si on doit un certain nombre de personnes, en termes d'équité, les sélectionner pour que l'État les accompagne, on les accompagne. Ceux qui ont les moyens, il faut qu'ils financent les études supérieures et qu'on ait les moyens de rembourser. Nous, on avait proposé un fonds qui permette aux gens de prendre les moyens. Ça permet également de financer aussi bien l'université publique que l'université privée. Le balai de fonds, là, vous qui... Il faut un fonds, il faut un fonds. Je ne sais pas comment on va l'appeler, mais il faut un système de financement des études. Dans d'autres pays, vous prenez le Niger, vous prenez le Mali, il y a un certain nombre de boursiers de l'État, même dans les institutions privées. Il y a un fonds pour ça. Des fois, l'État décide de payer la moitié. Même à l'université. Vous pouvez aller à l'université. S'il y a des formations qui coûtent cher, parce que vous allez remarquer que depuis quelques années, au moins depuis près de 5 ans, il y a des formations à l'université qui coûtent autant que si vous êtes dans un institut privé. Oui ou non? Non, c'est vrai. Oui. Donc, il y a un fonds qui permet aux gens, qui permet aux meilleurs de soit obtenir une bourse au niveau de l'État, soit aller solliciter un financement au niveau de ce service ou ce fonds ou cette institution qui vous permet de financer les études et de rembourser l'État un peu plus tard. Mais le problème qui se pose au niveau de ce que je propose, c'est au niveau des remboursements. D'abord, au niveau des garanties, comment vous faites pour donner de l'argent à ces gens-là et s'ils se volatilisent? Quand ils finissent la formation, comment est-ce qu'ils font pour vous rembourser?
Parce que si les premiers ne remboursent pas, le mécanisme s'arrête. Mais il faut imaginer un nouveau système. Il faut réinventer notre système éducatif. Sinon, nous formons des gens au chômage. Nous formons des gens au chômage. Vous avez près de 50 000 bacheliers. Où est-ce que vous allez les caser? Mais où est-ce que vous allez les caser? Sur l'ensemble des 2 universités publiques, vous pouvez en prendre combien en première année? Les privés peuvent en prendre combien? Les autres, ils vont où? Mais la question, nous devons nous poser cette question. C'est notre responsabilité. Donc, toutes ces questions-là peuvent revenir dans des états généraux. Ben oui, évidemment. Mais l'ensemble des acteurs, ils sont même plus qualifiés que nous. Ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit courageux, qui dise, il faut qu'on réforme le système. Mais est-ce que tout le monde est fait pour les études supérieures? Est-ce qu'il y aura plus de formation technique? Est-ce que nous allons orienter plus la jeunesse vers ça? Est-ce que nous allons leur apprendre l'entrepreneuriat, le patriotisme, l'entrepreneuriat? Avoir la mentalité des gens qui gagnent, pas des défaitistes. Mais, et puis quand je dis le changement de mentalité, ce n'est pas quelque chose forcément qu'on apprend à l'école. C'est aussi dans les familles. Si votre père ne vous a pas appris à avoir confiance en votre pays, et tout ce que vous regardez à la télé, il vous dit ce pays ne vaut rien, les gens, tout cela. Mais comment est-ce que vous voulez avoir envie de vous former dans ce pays, de vous enrichir dans ce pays? Mais vous ne pouvez pas. Ça, il y a également l'éducation. Il y a également la responsabilité des parents. Donc c'est tout un système qu'il faut réinventer. Et ce problème-là, nous l'avons beaucoup plus dans les pays francophones. Là déjà, ces derniers temps, on a écouté ou on a appris qu'au niveau du Togo, par exemple, ceux qui ont bénéficié d'une bourse de l'État doivent revenir servir au pays. Mais là, vous avez dit quelque chose qui fait fuir un certain nombre de Togolais une fois les études terminées. Quand vous parlez de Bac plus 7, par exemple, en médecine, pour revenir gagner moins de 300 000 francs CFA. C'est un choix, c'est un sacerdoce. Je ne dis pas, dans ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que la médecine, les formations telles que la médecine ne sont pas importantes, mais il faut savoir de combien on a besoin, de combien de médecins on a besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de combien de médecins on a besoin, pour aussi bien le public que le privé. Parce que, en matière d'offres et de demandes, quand vous mettez trop sur le marché, la valeur du produit descend. Je ne sais pas, il y a trop de médecins. Vous pensez dans ma clinique, quand vous venez, il y a trop de médecins. Même si vous êtes qualifié Bac plus 8, moi je vais vous donner 100 000. Mais s'il y a moins de médecins, mais je vais vous donner 300 000. C'est moi qui vais vous faire la cour. Mais quand il y a plus de médecins, quand je vous appelle, ben je dis, mais si vous ne voulez pas, il y a quelqu'un même qui veut prendre 80 000 pour commencer. Mais c'est comme ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas déverser autant. Pour quelle structure nous déversons toutes ces personnes sur le marché? Même si on n'a pas les structures, est-ce que le pays n'a pas besoin tout le temps de médecins? Puisque quand on prend notre pays, de Lomé à Dapan, il y a des spécialités. Il y a des spécialités. Il y a un certain nombre de zones où on n'a carrément pas d'infrastructures sanitaires. On peut appeler ces zones des déserts, mais ces infrastructures, nous devons les construire. Nous devons savoir de combien de médecins nous avons besoin, de combien d'infirmiers, de combien de laborantins nous avons besoin pour envoyer dans ces structures. Nous pouvons continuer par former, mais nous formons pour quel marché? Moi, c'est juste la question. Et vous ne pouvez pas répondre à cette question. On forme pour quel marché? Les philosophes, les littéraires. De combien nous avons besoin? Mais parallèlement, pour notre PND, de combien de plombiers nous avons besoin? De combien d'électriciens nous avons besoin? Donc pour vous, ce sont là les filières que vous conseillerez? Peut-être, mais je ne dis pas. Moi, c'est des questions, c'est des réflexions que je suis en train de faire. Mais si on vous demandait de conseiller? Non, moi je fais partie de la commission de l'éducation. Des fois, nous sommes consultés pour ces sujets-là, où le gouvernement nous envoie des sujets de réflexion. Nous disons ce que nous pensons. Parce que nous avons également des spécialistes qui font partie de l'enseignement primaire et secondaire, et qui font partie également de l'université, des universités publiques. Et nous disons ce que nous pensons. Mais à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les décisions. C'est tout. Tout le monde est conscient de ce qu'il faut faire. Vous parlez de bourse à l'extérieur, si ce que je sais... Non, je n'ai pas parlé de bourse à l'extérieur, mais j'ai dit... Nous parlions de bourse tantôt à l'extérieur. Non, c'est l'État qui doit inventer un système pour permettre de financer les études. Je suis d'accord. Oui. Un système, peu importe le système, permet aux gens de financer leurs études et à la fin de rembourser l'État. Maintenant, ceux qui obtiennent des bourses et qui vont à l'extérieur, il y a eu une polémique qui disait non, on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas d'infrastructure ici, ou vous ne pouvez pas obliger les gens de revenir. Moi, sur cette question, je suis partagé. À la fois, l'État ne peut pas investir sur des gens qui vont servir d'autres pays. Là, vous êtes d'accord avec moi. Parce que quand vous investissez, vous devez avoir un retour sur investissement. Donc, il est normal et logique que ces gens-là reviennent au pays. Mais à la fois, si vous n'avez pas d'infrastructure pour accueillir ces gens-là,
Mais c'est normal aussi qu'il reste à l'extérieur parce que l'homme aime là où il est à l'aise. Mais si je dois revenir au pays pour gagner 100 000 ou 200 000, alors qu'en France, aux États-Unis, au Canada, on me propose 2 000 $, 3 000 $, vous pensez que je vais laisser ces pays pour revenir? Mais le problème, c'est que vous avez, dans ces bourses-là qu'on octroie à ces gens, il y a une clause de retour que vous devez signer, mais qui n'est pas appliquée. Sinon, on peut faire revenir ces gens-là. Mais pour quel marché? Comme je vous ai posé la question, pour quel marché? Moi, j'ai ma question sur les bourses à l'extérieur. Cette question vous concerne personnellement, puisque j'ai appris que vous êtes dans une structure qui fait partie également, ou qui permet à certains Togolais d'aller étudier à l'extérieur. C'est quoi en réalité? Non, c'est des bourses d'excellence. Nous avons négocié avec des établissements qui sont au Maroc, qui nous permettront de prendre en charge ceux qui ont le bac avec des mentions très bien et bien, pour qu'ils aillent à l'extérieur. Nous, notre idée, c'est de fabriquer des dangotés. Fabriquer des dangotés. D'abord, c'est une réflexion au niveau du changement des mentalités. Mais quand vous dites nous faisons partie de ceux qui croient en ce pays. Nous croyons en notre pays. Mais vous, c'est qui? Nous, la nouvelle génération, nous croyons en ce pays. Peu importe ses imperfections, nous pouvons nous enrichir dans ce pays. Et tous ceux à qui nous parlons, nous ne voulons pas qu'ils aillent dans l'enseignement, qu'ils aillent dans la fonction publique. C'est des gens qui doivent pouvoir se prendre en charge. C'est des gens qui doivent créer des entreprises. C'est des gens qui doivent recruter d'autres Togolais. Nous voulons donner envie à nos compatriotes de rêver, de voir grand, d'avoir confiance en eux, de bomber leur poitrine. Parce que nous sommes trop défaitistes. Et vous voyez, quand tu vois un Togolais à l'extérieur, il est dans son coin, difficilement il arrive à interagir avec les autres personnes. Non, nous devons sortir de ça. Mais comment expliquer ça? Nous devons avoir de l'assurance. C'est pour ça que nous incarnons cette nouvelle façon de faire la politique, de dire la vérité. Est-ce que c'est une question politique? Ça, ce n'est pas une question politique, mais c'est un certain nombre de pesanteurs qui ont agi sur nous. Ça vient également Et puis, c'est aussi caractéristique des pays francophones. Des pays francophones où les gens, ils sont habitués à parler du gros français. Du gros français, on a formé des gens qui sont des élitistes, qui sont là tout le temps à se quereller, à parler du gros français, mais techniquement, pratiquement, c'est des gens difficilement qui arrivent à apporter du résultat. Donc nous voulons inverser la tendance pour que ceux que nous allons former d'ici 10-15 ans, que ce soit des auto-entrepreneurs qui puissent employer des gens, qu'on puisse fabriquer véritablement des dangotés dans tous les secteurs d'activité. Et c'est l'État, c'est la responsabilité de l'État de les soutenir pour qu'ils deviennent des dragons. Ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé dans un certain nombre de pays. Et ces gens-là nous vendent leurs expertises. Quand vous voyez le groupe Ebomaf, sans le soutien de l'État, il n'aurait pas pu devenir Ebomaf. Nous devons soutenir les entrepreneurs qui sont ici. Nous avons des champions. Nous devons les accompagner. Nous allons d'abord les accompagner sur le plan local et après à l'international. Moi, mes bourses, c'est des bourses d'excellence. Une dizaine, une vingtaine, on peut aller même jusqu'à 100. Mais on prend les meilleurs, on les forme. Et nous avons une structure qui apporte du funding. Quand ils vont revenir, et nous allons suivre leur formation. Quand ils seront à l'extérieur, il y a une nouvelle vague, il y a une première vague qui va partir. Et c'est dans une structure qui est une structure de qualité au Maroc. Et j'ai fait une réflexion en disant, mais pourquoi est-ce que vous allez vendre les terrains de vos parents? Vous vendez les maisons de vos parents. La terre, actuellement avec la crise ukrainienne, vous ne devez plus vendre vos terres. Vous vendez les maisons de vos parents, vous vendez les terres de vos parents pour aller faire des formations qui n'apportent rien au pays. Vous allez prendre des spécialités ou quand vous allez revenir ici, vous n'allez pas trouver d'emploi. À quoi ça sert pour un jeune Togolais, même si vos parents sont nantis, d'aller choisir une formation en France, aux États-Unis ou au Canada qui vous coûte 10 millions l'année? Que vous fassiez 5 ans, ça fait 50 millions, sans compter votre logement et tout ça là. Et vous revenez pour travailler à Togo Télécom ou bien à la FUSEC pour gagner 200 ou 300 000 comme celui qui a fait une formation ici. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je veux envoyer des gens dans des écoles au Maroc qui ont le même standard que les pays européens. Actuellement, avec l'exemption de visa du Maroc, nous pouvons aller au Maroc faire nos formations. Et c'est des formations qui vont nous coûter 1 million, 2 millions. Et nous pouvons revenir maintenant avec la différence que les parents devaient investir en France ou au Canada, revenir, mais à la seule différence que nous pouvons aller au Canada et en France faire des spécialités ou des certificats. Alors que les certificats ne vous coûtent que 1 mois, 2 mois, 3 mois sur des domaines très pointus. Donc nous devons, à chaque fois que les gens prennent des filières de formation, est-ce que ça sert à mon pays? Si je reviens au pays, est-ce que ça peut servir au pays? Est-ce que je peux trouver du boulot au pays si je ne m'auto-emploie pas? Mais voilà comment nous voulons fabriquer des dangotés. Et je vous assure que ces gens-là vont transformer ce pays.
On vous souhaite du courage et beaucoup de chance parce que Merci beaucoup. On en a besoin pour notre pays. C'est cette question de Dangote, c'est clair que c'est la référence. Donc c'est la référence africaine, c'est la référence ouest-africaine. Nous voulons fabriquer des Dangote, ils n'ont qu'à rêver comme Dangote. Et je suis sûr qu'on peut s'enrichir au Togo. Oui, là par exemple, vous parlez de Dangote qui vient du Nigeria, on parle de Gomaf qui vient du Burkina Faso. Mais il y a Jondo du Togo. 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 Mais il est seul. Il n'est pas seul. Actuellement, il y a Dao. Il y a Dao qui est en train de... Il y en a. C'est que vous ne les connaissez pas. Nous devons faire la promotion. Mais justement, pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Non, ils ne se cachent pas. Il y en a qui sont discrets, c'est leur profil. Il y a le plus grand Richard du Cameroun. C'est quelqu'un qui est très effacé. Il est dans le diamant, il est dans la téléphonie mobile, il est dans l'import-export. Mais il est très discret. Donc les Jondo, il y en a au Togo. Il y en a dans tous plein dans tous les secteurs d'activité. Quand nous-mêmes, notre géniteur a commencé l'enseignement supérieur au Togo, qui pouvait penser que dans l'enseignement supérieur, on pouvait exceller ou bien avoir une entreprise. Vous parlez de votre père, oui, c'est disons, c'est le père de l'enseignement supérieur au Togo. Comment va votre structure, l'IAEC? L'IAEC se porte très bien. Là, nous parlions de l'école, et on sait que quand on parle de l'école, ces derniers jours, l'exercice favori d'un certain nombre de Togolais, c'est de donner des kits. Je ne sais pas si vous en avez donné également, des kits de fourniture. Non, nous on en donne chaque année. Nous on en donne chaque année. Les Togolais savent que nous d'une certaine génération, nous faisons beaucoup d'actions sociales, et nous allons en donner. Disons que cette semaine, nous étions un peu pris par nos activités. Et peut-être dans les semaines à venir. Mais justement, dans les semaines à venir, il y a ce qui se raconte et qui se vit de plus en plus au Togo, 2 ou 3 semaines, des fois même 1 mois après la rentrée, on constate que certains continuent pas à aller sur le terrain pour donner des fournitures scolaires. Comment comprendre cela? Puisqu'on sait que les fournitures scolaires sont faites pour être utilisées dès les premiers jours de la rentrée, mais certains attendent 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ils commencent pas à donner. Il y a le mérite quand même qu'ils puissent faire cette action-là. Vous allez voir à l'intérieur du pays, dans un certain nombre, même dans les quartiers défavorisés de Lomé, ils ont toujours besoin de ces kits-là. Ils ont besoin des craies, ils ont besoin des instruments géométriques. Une école qui n'a pas d'instruments géométriques, même si vous donnez 1 mois après, on va vous critiquer parce que vous avez donné 1 mois après. Ces écoles ont toujours besoin de ces instruments. Donc que ça soit 1 mois après, au moins ces gens-là ont le mérite de faire quelque chose pour leur pays. Et moi je félicite. Moi je ne pense pas que ça soit 2 semaines après ou 1 mois après. Si vous demandez au directeur de l'école, ils sont toujours contents de recevoir. Moi, il y a 2 ans, j'étais parti dans ma situation électorale. J'étais même étonné que 3 semaines après, que les gens sont contents d'avoir des craies. 3 semaines après. 3 semaines après. Donc l'idée qu'on peut se faire à Lomé ici et à l'intérieur du pays, c'est totalement différent des fois. Des fois, ils ont l'équipement, des fois, ça prend du retard. Donc, quand vous les assistez comme ça, ils peuvent démarrer la rentrée. Et après, ce que l'État doit envoyer, l'État envoie. À la fin de cette rentrée, vous le savez, un certain nombre de gestes ont été faits, notamment par le chef de l'État, ou on peut dire globalement les autorités du pays. Quelle est votre appréciation d'abord de ces gestes qui ont été faits, notamment concernant le plafonnement des prix des fournitures scolaires? Le plafonnement, encore, dans la pratique, il faut vérifier si les commerçants respectent le plafonnement. C'est ça le problème. En fait, la crise sanitaire et puis la guerre d'hégémonie entre l'Ukraine, disons, les Occidentaux d'un côté et la Russie de l'autre côté, ont fait qu'il y a un certain bouleversement sur le plan mondial. Et nous subissons les impacts de cette crise-là. Tout a augmenté. C'est vrai que les autorités togolaises ont pris des mesures, mais est-ce que ça suffit pour atténuer, disons, l'impact de la cherté de la vie? Bon, il revient à chacun d'apprécier, mais déjà, il faut saluer l'effort qui est fait. Ce que peut-être la petite nuance que nous pourrons faire, c'est que nous avons remarqué que ça a été orienté beaucoup plus vers les fonctionnaires. C'est vrai qu'il y a des mesures qui concernent pratiquement l'ensemble de la population, mais certains disent que voilà ce qu'ils peuvent apporter comme critique. Mais je trouve quand même que c'est pas si mal pour un début, mais peut-être qu'il faut aller encore plus pour regarder
comme on a dit, secteur d'activité par secteur d'activité, quelles sont les mesures spécifiques qu'il faut prendre. Et à la fois, il faut voir que nous sommes dans une crise sécuritaire au nord du Togo, il nous faut des ressources. Et que le budget de l'État, c'est le budget de l'État, c'est des prévisions. Nous pouvons avoir ou ne pas avoir en fonction de la crise, en fonction des recettes. Nous devons faire un collectif budgétaire. Est-ce que nous avons les moyens de notre politique? C'est aussi la question qu'il faut poser. Si nous gérons bien notre budget, est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Donc c'est peut-être au niveau du collectif budgétaire que nous pouvons voir est-ce que nous avons des ressources additionnelles. Parce qu'on ne nous a pas dit comment on finance ces mesures. Mais justement, est-ce que par exemple, on le saura? Parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. Oui, mais on annonce c'est des questions que nous nous posons souvent quand ces lois ou ces documents nous viennent au Parlement, et il y a un débat qui est fait avec le ministre des Finances qui nous explique. Nous, c'est des questions que nous posons souvent. Est-ce que c'est des questions que vous poserez par rapport aux mesures qui sont édictées récemment? Ben, si le dossier vient au Parlement, évidemment que nous poserons ces questions. Certains parlent de mesures discriminatoires, vous l'avez dit un peu, sans le dire de cette façon-là, parce que ça concerne beaucoup plus les fonctionnaires. Non, ce n'est pas des mesures discriminatoires. Il faut les mots ont un sens. Il y en a qui disent que c'est beaucoup plus destiné aux fonctionnaires et qui ne se sentent pas concernés. Ils sont discriminés? Non, ils ne sont pas discriminés. Il revient à l'autorité de prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle aussi diriger un pays. On prend des décisions et on les assume. Alors, moi, je n'appellerais pas ça de la discrimination, mais je dis que j'entends. Il m'est revenu que certains disent que c'est beaucoup plus les... Mais je remarque également quand je revois les mesures qu'il y a d'autres mesures qui impactent l'ensemble de la population. Donc, est-ce que... Par exemple? Et c'est pour ça que je vous ai dit, de manière spécifique, il faut voir chaque secteur et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus en souffrance que d'autres. Est-ce que votre secteur est en souffrance? Notre secteur a toujours été en souffrance. Lequel, vous parlez de quel secteur d'abord? Par exemple, d'abord, le secteur de l'école, c'est que vous êtes impliqué dans le secteur de l'école, de l'éducation. Moi, ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui... On fait beaucoup pour l'enseignement primaire et secondaire, mais pour l'enseignement supérieur, il reste beaucoup à faire. Il faut non seulement mettre de l'ordre, mais il faut donner les moyens aux structures de l'enseignement supérieur privé de pouvoir faire de la qualité. Et il faut un accompagnement de l'État. Dans aucun pays, on ne peut faire de la qualité sans l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État en termes de bourse, l'accompagnement de l'État en termes d'impôts, l'accompagnement de l'État en termes de spécialistes qui pourront accompagner ces structures. Parce que si vous ne le faites pas, c'est vous qui perdez. C'est le nom du pays à l'extérieur. Donc il faut aller dans l'assurance qualité. Parce que la non-qualité coûte plus cher. La non-qualité coûte absolument plus cher. Moi, je pense que ce secteur-là, il faut... Nous pensons qu'il faut le regarder de très près pour faire des choses. Mais pour le moment, peut-être la priorité, c'est la santé, c'est la sécurité. Mais peut-être que les choses viendront. À l'énoncé de ces mesures-là, la question du SMIC est revenue, puisque des discussions sont en cours pour que cette question soit finalement résolue. La question du SMIC, je l'ai toujours dit, c'est avec le privé que ça se négocie. Ça ne peut pas être décrété. Mais nous considérons que nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut certes augmenter le SMIC, mais négocier avec le privé parce que c'est les entreprises privées qui vont payer le SMIC. Une entreprise qui n'a pas de liquidité, qui a 2 ou 3 mois de salaire, de retard. Maintenant, si le SMIC était à 35 000, non, je pense que le SMIC est à combien? 35. Oui, 35 000. Et vous demandez aux gens de ramener les gens à 50 000, mais comment ces entreprises... Parce que c'est des questions... Moi, je suis pour qu'on augmente. Mais à combien? 2, quel sera l'accompagnement que nous allons faire à ces structures-là pour qu'elles s'arrivent au nouveau montant qui sera de manière consensuelle décidé. Donc, la question du SMIC, c'est une question qu'il faut regarder de très près. Ce n'est pas une question qui a besoin de sensationnel, qui a besoin... Non, c'est une question qu'il faut regarder de très près. Parce que, comme je l'ai toujours dit, ça peut tuer également d'autres entreprises. Si nous voulons faire de l'entrepreneuriat une priorité, il faut qu'on regarde la question du SMIC. Mais à la fois, je me demande ceux qui gagnent 35 000, 40 000, 50 000, comment ils font pour payer le loyer? Comment ils font pour se déplacer? Comment ils font pour manger? Comment ils font pour s'occuper de leur famille? Donc, pour une question de décence, nous ne pouvons pas laisser ce montant tel qu'il est. Il faut l'augmenter. Absolument. Maintenant, il faut discuter avec l'ensemble des acteurs du privé, le patronat, le regroupement des petites et moyennes entreprises. Il y a un certain nombre d'acteurs qu'il faut voir d'abord. Dans 5 minutes, les auditeurs... Mais je pense que ça se fera.
parce que j'ai eu dire qu'il y a les négociations qui sont C'est ce qui a été dit. Il y a les négociations qui sont suffisamment avancées, donc attendons de voir le résultat, et là vous pouvez nous appeler pour commenter. Dans 5 minutes, les auditeurs vont vous poser des questions ou vont commenter ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a dans l'actualité ce débat ou ces interventions aux Nations Unies qui divisent les Africains carrément, puisque depuis hier, quand on lit les réseaux sociaux, les Africains sont divisés sur l'intervention du Premier ministre les Africains sont divisés pour n'importe quoi. Parce que nous, on ne connaît pas nos priorités. Tout ce que nous savons faire, c'est critiquer, parler le gros français, même si ça ne nous apporte rien. Donc c'est comme ça, nous sommes coutumiers de cette façon de voir. Mais il y a que, par exemple, il y a les pour et les contre. Vous êtes de quel côté, vous? Moi, je ne suis ni pour ni contre. Mais je vais vous dire... Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut redonner la dignité au continent africain. Nous ne pourrons pas être des vallées d'autres personnes. Nous ne pourrons pas être des sous-préfectures d'un certain nombre de pays. Nous avons notre identité, nous avons notre culture, nous avons notre patrimoine, nous avons notre population, nous avons nos richesses. Il faut que nous puissions nous prendre en compte. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la première révolution, ou bien la première des choses qu'il faut faire en Afrique, c'est reformater nos mentalités. Arrêtons d'être défaitistes. Soyons des patriotes. Rêvons grand avec les moyens que nous avons. L'Asie, nous avions le même niveau de développement que l'Asie. Est-ce que vous voyez les Asiatiques se plaindre comme les Africains? Vous voyez les Asiatiques être dans des débats stériles comme les Africains? Nous avons, si vous suivez le discours d'un certain nombre de leaders, nous réclamons des places au Conseil de sécurité. Et c'est de droit. Nous ne pourrons pas, un continent de plus de 1 milliard, parce que les organes que nous avons, c'est des organes que nous avons hérités de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, en fonction du poids du continent, du poids de chaque pays, on ne peut pas nous mettre dans un côté, les gens prennent des décisions et on nous demande de nous aligner. Sur quelle base nous devons nous aligner? Mais sur quelle base? Et puis il y a 2 poids 2 mesures. Il y a un certain nombre de pays qui se donnent le droit de gérer les autres comme ils veulent, de prendre des décisions au nom des autres. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Moi, c'est ça ma position. Maintenant, être pour ou contre, ça c'est un autre débat. Mais la tribune des Nations Unies donne à chaque pays de pouvoir se vendre. Il n'est pas normal qu'un certain nombre de puissances ou un certain nombre de pays puissent aller attaquer d'autres pays à la tribune des Nations Unies et que les gens se taisent. Ils auront la monnaie de leurs pièces, c'est tout. Donc vous applaudissez, c'est que... C'est pas que j'aime. Le premier ministre par intérim du Mali, vous le soutenez? Il a eu à dire des vérités, c'est tout. Pour vous, c'est des vérités? Il a eu à dire des vérités. Mais est-ce que vous avez lu quand même les réseaux sociaux depuis hier soir? Chacun a sa position, c'est ça qui fait de ce qu'on a fait. C'était le compas à Mobutu, c'était pas de ça n'engage que ça fera long feu, ça ne durera pas. Que ça dure ou pas, mais eux ils sont contents que ça ne dure pas. Voilà des défaitistes. Eux ils sont contents que ça ne dure pas. Ça fait 50 ans que vous êtes dans la pauvreté. Ça fait 50 ans que rien ne bouge. Mais au moins il y a certains qui ont l'audace de dire des choses et vous dites que ça ne durera pas. Mais maintenant dites à cette personne, ces gens de personnes qui critiquent les autres là, qu'est-ce qui va durer? La pauvreté? Le défaitisme? Qu'on nous impose des chefs d'État? Mais c'est ce que vous voulez? Mais pourquoi vous plaignez après? Au moins ça a le mérite d'exister. Donc arrêtons d'être des défaitistes, de rentrer dans des débats stériles. Mais si les gens se sentent attaqués, ils vont réagir. Vous trouvez normal que le président d'une certaine puissance aille à la tribune des Nations Unies attaquer un autre pays? Vous trouvez ça normal? Vous parlez de quelle puissance par exemple? Vous parlez de Macron? Je n'ai pas désigné de pays. Macron, je n'ai pas désigné de pays. Mais moi je suis contre, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Je suis contre l'ingérence dans les histoires. Nous, quand il y a des élections en France, est-ce que vous voyez un politique africain s'occuper de la question des élections en France? De quel droit des gens, non seulement ils financent des guerres, non seulement ils déstabilisent des pays, de quel droit, qui leur donne ce droit-là de s'ingérer dans les histoires? Mais est-ce qu'ils ne financent pas, par exemple, l'organisation des élections dans nos pays? Il y a un certain nombre de pays africains qui ont décidé qu'ils ne veulent plus de leur argent pour financer les élections. Mais ils ne sont pas tous. Oui, mais pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Il y a un certain... Si la souveraineté ne se négocie pas, le respect ne se négocie pas. Le respect, vous ne pouvez pas continuer à faire financer vos élections par des institutions, par des pays et dire que vous êtes souverain. Mais c'est un choix. C'est un choix. La monnaie aussi, c'est un choix. Après cette intervention-là, on a senti que la cohésion au niveau de la sous-région, cette cohésion sans doute
Elle va être mise à mal parce que... Elle ne sera pas mise à mal. Pourquoi vous dites qu'elle sera mise à mal? Vous savez très bien Il y a des vérités, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ces vérités? Est-ce que pour vous, par exemple, désigner le président nigérien comme étant... ça n'engage que... pas nigérien. Ça n'engage que son auteur. Moi, je ne commente pas ce genre de... Mais est-ce que ça va pas créer... Mais vous pensez que quand le président nigérien aussi se permet de se mêler de la politique intérieure du Mali, vous ne pensez pas qu'il faut qu'on lui réponde? Vous ne pensez pas qu'il y a des problèmes plus sérieux au Niger? Vous ne pensez pas qu'il y a des problèmes plus sérieux au Niger? Je suis d'accord. Au final, la cohésion au niveau de la sous-région... Mais quelle cohésion? Cette cohésion, elle est mise à mal. Qui provoque? Mais quand vous provoquez, on vous répond et après vous vous transformez en victime. Qui provoque? On verra ce que les auditeurs pensent de cette dernière position que vous venez de prendre sur notamment l'actualité. Moi, je suis pour la réciprocité et je l'ai toujours dit. Moi, je viens dans votre pays, vous m'envoyez un ministre. Quand vous venez dans mon pays, je vous attends dans mon palais. Mais c'est la réciprocité. Comme ce qui a été fait à Cotonou récemment. Mais c'est la réciprocité. Si vous vous permettez de vous mêler de... Appelez-nous pour nous donner des conseils. Mais quand vous prenez parti, les gens vont vous répondre. Un point, un trait, c'est tout. Innocent Kabara, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes le président du parti, le PDP. Vous avez surtout écrit cet ouvrage, Le Togo et l'usure de la francophonie. Je me suis essayé. De la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Nous en parlerons dans un instant. Les auditeurs ont la possibilité, dès cet instant, d'intervenir dans le débat comme c'est de tradition. Nos deux numéros, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Allô, bonjour, M. Pierre. Vous êtes à l'antenne, c'est Waris? Non, c'est Rémi TV. Rémi, comment vous allez? Ah, je vais très bien, M. Pierre. Ok, vous êtes à l'antenne, allez-y. Merci beaucoup pour l'émission. Merci. J'aimerais juste dire que nous sommes trop hypocrites ici, particulièrement au Togo, en matière de politique. Je tire chapeau aux dirigeants maliens pour leur courage et leur détermination. Je reviens sur le deuxième point, c'est-à-dire le sport. C'est une petite suggestion. Si on mettait un peu de côté la politique et on s'attache au sport, ne serait pas mieux. Merci beaucoup. Merci Rémi. C'est une contribution. Depuis TV, mais est-ce que par exemple on peut laisser la politique pour le fait non, non, on ne peut pas laisser la politique. La politique, c'est l'affaire de la cité. En fait, les gens confondent la politique à occuper des fonctions, occuper des postes. En réalité, c'est l'affaire de la cité, c'est comment nous organisons notre gouvernance, comment nous nous occupons des affaires de la cité. Allô? Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, c'est pas ça que je dirais, comme tu veux. Oui. Je voudrais demander, tout d'abord, je salue l'invité. La question que moi je voudrais poser, est-ce que la CEDEAO même existe? Puisque à la fondation de la CEDEAO, nous avons dit libre circulation des personnes et des biens. Maintenant, la CEDEAO se mêle de d'autres affaires. Est-ce que la CEDEAO existe comme en tant que telle? Merci. Oui, la CEDEAO existe, mais nous voulons une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO des dirigeants qui modifient leur constitution comme ils veulent et qui donnent des leçons aux autres. Non. Donc nous voulons une CEDEAO des peuples et nous voulons que les gens nous donnent de l'exemple, l'exemplarité. C'est ça. Nous voulons de vrais leaders, des leaders qui nous donnent envie de rêver et qui permettent la circulation des personnes et des biens. Et vous allez voir qu'au niveau du Togo, nous on a fait un effort. La libre circulation, nous, on la vit ici, mais quand les Togolais vont à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc, ça, c'est des entraves qu'il faut régler au niveau des chefs d'État. Mais très souvent aussi, au niveau des chefs d'État, il y a des décisions qui sont prises, mais dans l'application, c'est difficile de contrôler. Sur la question de la CEDEAO qui se réunit à New York, il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Oh, la CEDEAO, c'est un peu comme le Parlement. Vous pouvez, si les tests permettent que vous fassiez une réunion hors de votre... siège, oui, mais c'est pas le lieu physique qui fait le problème. Une réunion peut être faite dans un pays, puisque si tous les chefs d'État sont là, le problème ne se pose pas. Mais maintenant, dire que un certain nombre de puissances instrumentalisent les chefs d'État pour prendre des décisions contre les autres, et c'est de ça qu'il est question. C'est que les gens suspectent le président français de manipuler un certain nombre de chefs d'État pour prendre des décisions contre des pays qui sont hostiles à la France. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais cette situation
Elle a toujours existé depuis les indépendances, hein, c'était nombreux. C'est la géopolitique, c'est une question d'influence, c'est une question de réseau. Donc ça va toujours exister. Et il revient à chaque pays de pouvoir savoir qui sont ses amis. Et de toutes les façons, en politique, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Avec ce qui se passe là, est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant? Est-ce que, comme certains le font, fatalement, nous sommes à un tournant. Fatalement, nous sommes à un tournant parce que la génération des chefs d'État et des dirigeants que nous avons en Afrique ne sont plus la génération d'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc les gens ne se laisseront plus faire. Et moi, je pense qu'il a de l'intérêt d'un certain nombre de puissances de pouvoir aller véritablement dans une relation saine, une relation économique, une relation de réciprocité, une relation de respect mutuel. Parce que s'ils ne le font pas, la pression, l'Internet et la nouvelle génération, de toute façon, c'est eux qui seront perdants. C'est eux qui seront perdants. Donc allons véritablement dans des relations saines. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Je réponds au nom de Agboïse. Agboïzo. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Je salue l'invité, l'honorable monsieur Kabara. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y pour votre intervention. Oui, dans son intervention, il a parlé la question de la langue nationale. Et ça m'a très ému, puisqu'il y a un savant qui a dit on n'a jamais rêvé dans une langue étrangère. Donc, du coup, la question des langues nationales africaines sont très importantes. Il faudrait qu'on pense sérieusement. Bien, merci. Et secondo, je voudrais aborder sa dernière intervention concernant le discours du Premier ministre intérimaire du Mali, qui n'a fait que dire la vérité. Et maintenant, concernant la question où vous demandez si ça ne va pas fragiliser les tensions sous-régionales, ça n'engage que ceux qui sont à la base. Puisque quand vous insistez quelqu'un et il décide de vous répondre, ne les consommez pas en justice. Bien, bien. Allô? Oui, allez-y. Et maintenant, quand ce qui concerne la charge déversée par rapport à la France, le Mali est dans son droit. Parce que depuis les indépendances, la France a violé presque tous les pays africains qu'il a eu à coloniser. Et après les indépendances, il continue toujours par le faire. Et depuis le 15 août, le Mali a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils ne veulent pas accepter cette confrontation, et que la France se présente là-bas pour répondre à ces accusations, surtout la question qui concerne le financement des terrains. Bien, merci. Je crois que l'intervenant rejoint un peu nos positions. Nous ne négocions pas le respect de nos États. Même si, par exemple, nous ne sommes pas d'accord par rapport à un certain nombre de choses ici au Togo, nous ne négocions pas la souveraineté de notre État. Nous voulons qu'on respecte nos autorités. Même en étant dans l'opposition, on ne négocie pas ça. Si les gens veulent nous aider, ils nous aident en fonction de nous, les priorités que nous aurons décidées. Et les gens ne peuvent pas nous dire, si vous êtes amis avec tel, alors nous, on ne traite pas avec eux. Donc, ils n'ont qu'à partir. Nous, on ne veut pas négocier ça. Ils sont libres de choisir ceux avec qui ils font le commerce. Nous aussi, nous sommes libres de choisir ceux avec qui nous faisons le commerce. Et c'est notre droit. Et regardez cette histoire de Covid. Quand on a fait la restriction des libertés, un certain nombre, en France et un certain nombre de pays. Vous avez vu comment les gens réagissent? Mais comment vous imaginez que nous, traite négrière, colonisation, décolonisation, religion, mais comment voulez-vous que nous soyons nous? Il faut même être fiers du continent africain. Si nous sommes debout, malgré tout ce que les gens... Et ils n'ont même pas l'audace, ils n'ont même pas la décence de s'excuser. Donc, nous, ça ne se négocie pas. Si, comme l'a dit quelqu'un, si vous nous attaquez, on va vous répondre. Moi, je dis, et puis ce qui s'est dit, ça n'engage que ceux qui l'ont dit. Mais si les gens se sont sentis visés, les Nations Unies, c'est une tribune. Si vous parlez, c'est que nous allons vous répondre. Et à chaque fois que vous parlez, il ne faut pas parler avec condescendance. Si vous parlez avec condescendance, la nouvelle génération, les gens vont vous répondre. Ces attaques-là, est-ce qu'elles ne sont pas trop violentes, par exemple, quand on parle d'une junte non, je ne vais pas. Non, moi, les questions de junte et tout ça, là, je ne vais pas commenter ça. Retenez qu'un politicien, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Ne confondez pas un discours politique avec des mots qui doivent choquer
Peut-être. Ou bien, mais ils n'ont pas choisi ces mots au hasard. Parce que vous pensez que le régime malien a choisi tous ces mots au hasard? Ils n'ont pas choisi ces mots au hasard. Visiblement, quand je vous vois là, vous êtes heureux là. Non, je ne suis pas... Je vous sens très heureux. Non, non, je ne suis pas heureux. Je commente ce que je Non, mais en vois. fait, c'est un certain nombre d'Africains disent qu'ils ont très bien dormi cette nuit. Mais Donc, ça les engage. Mais quand Moi, je vous non, vois, moi je n'ai pas très bien dormi. Mais quand je vois ça, je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, au moins nous allons nous faire respecter. Ok, allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, mon président, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kwele. Ok. Donc, M. Pierrot, bon, je pense qu'à ce moment-ci, il faut faire tout possible pour amener les gens du RPT Union Les amener où? pour nous expliquer des choses. Les amener où là? Alors, à la radio, Non, mais en fait. pour les amener. C'est ça. C'est-à-dire, ça, je peux dire mon mot, il faut les amener. Oui. Parce que- Avec des chars? Ce n'est pas M. Kagbara qui gouverne le pays. M. Kagbara, il est sorti, il est de l'opposition. C'est-à-dire qu'on a besoin des gens qui nous gouvernent pendant 60 ans plutôt, de venir nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire dans le microcosme. Maintenant, moi je voulais pas, quand je voulais parler, je n'aime pas parler de l'extérieur, mais pour le Mali, on sait que toutes les institutions roulent sur des rails. C'est-à-dire que l'Amérique, tout ces gens, ces choses-là, il faut aider le Mali à évoluer. Et on va comprendre ce que c'est qu'un Africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a compris que trop c'est trop. 60 ans de l'indépendance, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas évoluer? Et il faut que la France nous aide. Nous aide quoi? Voilà le problème. C'est-à-dire, l'Afrique, quand on parle de terrorisme, on sait qu'à l'époque, quand on parle de terrorisme, que les terroristes attaquent des choses, on attaque les Français, les Blancs. Aujourd'hui, on voit que les terroristes attaquent même les Africains. Pour quel but? C'est-à-dire, on a compris que donc, il faut que ça fait quoi? Donc, aider le Mali à évoluer et nous soutiendrons à l'État de finir avec la France. Merci. Bien, merci. C'était pas de. Non, mais ceci étant dit, il ne faut pas être naïf. Moi, je ne dis pas que le régime malien, c'est un bon régime ou qu'ils ont l'intention d'organiser des élections pour partir. C'est aussi des opportunistes. Et c'est des gens qui veulent être respectés. C'était pas de populisme, carrément. Ça peut, ça peut. Je ne défends pas le régime malien, mais des fois, ça peut être du populisme parce qu'il y a des discours aussi qu'ils tiennent. Tu vas te demander si, des fois, eux-mêmes, ils ne disent pas qu'il y a le feu pour pouvoir se défendre. Mais ce que nous voulons rétablir véritablement, c'est le respect de notre souveraineté, le respect des pays, le respect de nos chefs d'État. Ce n'est pas négociable. Et moi, je l'ai toujours dit avant ce discours. C'est un discours que je tiens depuis 2 ans. Et quand vous allez lire mon livre, vous allez vous en rendre compte. Nous ne négocions pas ça. Celui qui ne nous respecte pas ne vient pas chez nous pour faire du commerce. Parce que mais personne ne vient pour nous aider. Si les gens venaient pour nous aider, pourquoi nous sommes encore sous-développés? Mais les gens qui viennent pour vous aider durant 50 ou 60 ans, vous êtes sous-développés et vous pensez que ces gens-là veulent vous aider. Est-ce que, par exemple, les Russes vont finalement nous aider? Pourquoi là, vous attendez que les Russes vous aident? C'est là où je ne comprends pas. Mais c'est ce que c'est non. Les intellectuels africains qu'on nous a laissés après les indépendances sont à l'image même de leurs colons. Mais comment vous pouvez imaginer qu'un Européen va venir vous aider? Il va vous aider pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent les Russes alors? Mais c'est des questions de géopolitique, c'est des questions d'influence. Si nous devons dealer avec les Russes, nous savons comment nous dealons avec les Russes. Si un chef d'État africain doit dealer avec les Russes, il ne va pas dire les Russes vont m'aider. Non, mais les Russes vont m'aider pourquoi? Mais c'est les enfants de leur oncle. Mais c'est les enfants de leur grand-mère? Non. Mais les Russes aussi veulent installer leur zone d'influence en Afrique. C'est à nous de dire, ça nous prenons, ça non. C'est pas parce que vous êtes contre la France que ça nous allons vous aider, ça. Non. Ça, les Américains, oui. Les Turcs, oui. Aucun pays ne va nous aider. Nous allons nous aider nous-mêmes. Nous allons nous prendre en charge. Les Asiatiques, qui a aidé les Asiatiques? Mais comment les gens peuvent encore imaginer, là, en 2022, qu'une puissance étrangère va venir nous aider? Ils vont venir nous aider comment? En tout cas, c'est ce qui est... Oui, mais c'est ce qu'on met dans la mentalité des gens. C'est pour ça que nous sommes sous-développés. Aucun pays ne viendra nous aider. Les gens viennent faire du business. On appelle ça du business. C'est pour ça que nous disons pas d'ingérence. Nous ne voulons pas que ces gens-là nous donnent des leçons. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas corrects. Eux-mêmes, là,
ils financent le terrorisme, eux-mêmes, ils font tellement de choses, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Tout ce que nous voulons, la stabilité de nos régimes, la stabilité pour pouvoir faire du commerce avec tout le monde. C'est tout ce que nous voulons. Et s'ils s'amusent, parce que ce n'est pas les leaders qui disent à 20-30 ans, s'ils s'amusent à aller à la tribune des Nations Unies pour dire des choses, c'est ce que je vous ai toujours dit, les gens vont leur répondre, c'est tout. Ça s'arrête là-bas. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je veux parler de l'agriculture. De? L'agriculture. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous voulez parler de l'agriculture, allez-y. Oui, on dit que nous sommes à 80% agricoles. L'agriculture, tous les pays développés aujourd'hui sont passés par là. Et nous sommes là, qu'est-ce qu'on en fait? Que pense notre invité de ce que nous faisons aujourd'hui de l'agriculture? Nous sommes sur la moto, nous faisons autre chose que l'agriculture, alors que tous les pays avancés aujourd'hui, les pays industriels, ils sont passés par l'agriculture. Ici, il y a des gens qui fabriquent les engrais bio, mais on s'approche à l'engrais chimique. Et ne trouvent même pas l'argent pour payer l'engrais. Que faisons-nous de l'agriculture? Bien, merci. Ceux qui sont intéressés par la politique, je pense qu'il faut coller la politique à tout ce que vous faites pour que ça c'est noté, cher ami, c'est noté sur la question de l'agriculture. Mais souvent, quand je parle, je fais une comparaison avec Israël, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que je veux une puissance militaire qui va envahir d'autres pays. Non, ce n'est pas le cas. Quand je fais une comparaison avec Israël, c'est pour dire que le pays là, c'est un désert, mais quand vous allez en Israël, vous voyez l'agriculture est très développée. C'est d'abord l'irrigation. Nous ne pourrons pas faire des cultures et en attendant les pluies. Mais aucun pays ne fait plus ça. Nous ne pourrons pas faire de l'agriculture en attendant les pluies. Il faut avoir un système d'irrigation. Et tous ces gens qui viennent à Lomé parce qu'ils n'ont pas pu trouver du boulot, pourquoi ne pas les maintenir là où ils sont et leur donner les moyens de pouvoir produire? Nous pouvons produire et nourrir même l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons produire ici au Togo, nourrir l'Afrique de l'Ouest. Déjà, ce qui est fait n'est pas mal. Mais il faut que ça devienne la priorité. La priorité du Togo, ça doit être l'éducation et l'agriculture. Après, un effort d'industrialisation. Et ce qui a commencé à déticoper, les gens ne voient pas, mais c'est dans 5-10 ans, c'est énorme. Il faut avoir plus d'industrie à déticoper. Si nous sommes véritablement des pays qui voulons être émergents, aucun de nos produits ne doit sortir. Aucune matière première ne doit sortir. Ceux qui veulent dire, quand vous avez dit, les gens veulent nous aider, s'ils veulent nous aider, ils n'ont qu'à venir créer les industries ici, pour créer des emplois ici. Aucun pays n'exporte ses matières premières et dit que c'est un pays développé. Moi, je n'ai pas vu encore un. Si vous en connaissez un seul, citez-le-moi. Un pays qui exporte ses matières premières et dit qu'il est développé, il faut me citer un seul. C'est votre question. Nous verrons si les auditeurs ont une réponse pour vous. Mais là, j'ai d'autres questions qui ont été laissées, notamment par Bertrand, depuis Adidogo. En tant que député à l'Assemblée nationale, quelle image avez-vous des élèves et enseignants détenus depuis 6 mois à la veille de cette nouvelle rentrée scolaire qui, finalement, pour aider leur cause afin qu'on les élargisse? Non, nous avons plaidé la cause de ces gens-là pour qu'ils puissent être relaxés. De temps en temps, quand nous avons des gens qui nous contactent au niveau du Parlement, puisque nous sommes le président de la commission de l'éducation au Parlement, nous faisons beaucoup plus la diplomatie de couloir. Le ministre, nous essayons de l'appeler, nous appelons... Quel ministre? Nous appelons ceux qui sont en charge du dossier, nous essayons d'échanger avec eux. Et des fois, ce qu'on les explique, il y a la question judiciaire, il y a la question même liée à l'enseignement. C'est deux choses différentes. Donc, quant à la question judiciaire, vous allez voir que souvent, quand on parle de ça, moi, je ne veux pas me mêler. Tout ce que je veux plaider, que ces gens-là soient relaxés. Qu'on aille à l'apaisement, qu'ils soient relaxés. Je ne veux pas rentrer dans le dossier. Je ne suis pas juriste, parce que des fois, vous risquez de dire des choses qui vont même empirer la situation. Donc, qu'ils soient relaxés purement et simplement. Et nous allons plaider pour qu'ils soient relaxés. Nous avons la rentrée demain. Nous allons plaider pour qu'ils soient relaxés. Maintenant, il revient à l'autorité de décider. Nous plaidons pour qu'ils soient relaxés. Je parlais tantôt... Dans un souci, dans un geste d'apaisement. Je parlais tantôt de la difficulté, de la mise en difficulté de la cohésion au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous semblez ne pas partager la même crainte que moi. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Oui. Attendez que je termine ma question. Allez-y. Il est annoncé mardi prochain, par exemple, une mission à Bamako, une mission dans laquelle devait se retrouver le chef de l'État du Togo. Mais visiblement, cette mission est renvoyée, comme on le dit, sine die.
Est-ce que c'est pas là un signe de friction là, entre... On appelle ça la politique. Soit les gens ne savent pas ce que c'est que la politique. Vous pensez que les Maliens vont se laisser faire? Vous pensez que ceux qui aussi prennent les décisions de la CEDEAO, c'est un bras de fer? Et après, il y aura des négociations, il y aura les coulisses. Et moi, je suis pour la diplomatie de couloir. Vous savez, ceux qui obtiennent le résultat, ce n'est pas ceux qui viennent sur les chaînes de télé pour dire des bêtises, non. Ceux qui obtiennent un résultat, c'est ceux qui peuvent parler aux deux parties et garder leur intégrité, leur neutralité. Et quand vous faites partie de la diplomatie, comme la diplomatie togolaise, vous devez peu parler, mais avoir des résultats. Mais justement, sur la question là, est-ce que... Attendez de voir les semaines Attendez à que venir. je pose la question aussi. Allez-y. Est-ce que la situation là, telle que nous la vivons, est-ce qu'elle ne complique pas un peu plus les chances les chances du Togo à obtenir des résultats, notamment liés aux 46 soldats qui restent à Bamako? Les résultats seront obtenus, ça va mettre du temps. En diplomatie, c'est comme ça. On va faire monter les enchères de chaque côté. Il y aura un discours dur. Après, il y aura des négociations de couloir. Après, les gens vont se retrouver. Après, les gens vont comprendre qu'il ne sert à rien d'aller dans les escalades et il faut négocier. Et après, vous allez obtenir un accord. Donc, c'est comme ça. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais moi, je pense que nous aurons un résultat d'ici quelques mois. Je pense que nous aurons un résultat. Personne n'a intérêt à ce que cette situation s'empire. Certains pensaient qu'après la libération des 3 premiers soldats, que très rapidement les 46 autres allaient suivre, mais visiblement. Si vous m'aviez écouté, en son temps, j'avais dit que non. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, les 3 là, c'est des femmes en plus. C'est pour dire que nous sommes d'accord que nous pouvons libérer. Nous n'avons rien contre les militaires. Mais voilà, il y a un incident qui s'est créé. Voilà ce que les Nations Unies ont dit. Nous voulons voir clair là-dedans. Et nous ne voulons pas que ça se répète. C'est tout. Il y a ce commentaire-là qui est laissé par Messifou. Il dit, si les dirigeants africains ne sont pas panafricains, les peuples peuvent manifester contre la France et les autres Européens. Ça ne changera rien pour avoir le respect de nos États. Les chefs d'État africains aussi doivent s'y engager. Oui, il ne sert à rien de faire des manifestations ou bien d'être anti-français, ça ne sert à rien. Moi, dans mon discours, je ne vous ai jamais dit que je suis anti-français. J'aime le peuple de France. Mais la politique étrangère de la France en Afrique est à combattre. Quand il n'y a pas le respect des pays, il n'y a pas le respect de la souveraineté des États. Mais ça, c'est l'élite française. Est-ce que ce n'est pas juste l'opposant qui parle? Puisque vous m'aviez dit ici, il y a quelques mois, que d'ici 30 ans, non, d'ici 2030, oui, que vous serez au pouvoir, ou que votre mouvement, ou que votre génération sera au pouvoir. Je suis un homme de précision. Je ne vous ai pas dit que je serai au pouvoir. J'ai dit mes ambitions, c'est 2030. Si vos ambitions... Mes ambitions, c'est 2030. Et j'ai dit... Si jamais vous faites l'erreur de me confier le pouvoir en 5 ans, vous verrez le résultat. Si jamais vous vous trompez et qu'on dise que j'ai gagné, en 5 ans, vous allez voir le résulat. Si vos ambitions se concrétisaient, est-ce que le discours n'allait pas changer? Parce qu'on a Mais vu, pourquoi le discours? On a vu par le passé un certain nombre. Comme le dit quelqu'un, eux c'est eux, moi c'est moi. Oui, ça aussi c'est juste un discours. Non. On sait que... Non, nous incarnons quelque chose. Nous ne pouvons pas faire ça. Non, Pierrot, nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas ce droit-là. Devant l'histoire, devant les peuples, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas continuer là-dedans. Nous devons servir nos États. Nous devons servir nos États. Nous devons avoir cette fibre patriotique. Aimer d'abord le pays, les valeurs. C'est très important pour nous, pour notre engagement. Mais nous ne pouvons pas faire pour faire. Faire pour faire, c'est ce que ça conduit. Et faire pour un clan. Non. Non, nous avons cette responsabilité historique d'inverser la tendance. On sent de l'enthousiasme chez vous. Non, mais c'est une vérité. Moi, je vous parle avec mon cœur. On espère que cet enthousiasme ne sera pas moussé une fois non. Vos ambitions concrétisées. Non. Nous avons nos ambitions sur 2030 et depuis que nous avons pris la tête du parti, nous faisons un maillage du pays. Nous sommes en train de faire... Notre meilleur allié, c'est le temps. Je ne cesse de le dire. Moi, je ne veux pas qu'on me compare à quelqu'un. Je ne veux pas être connu. Je veux être reconnu. Et c'est mes actes qui parleront pour moi. Cette semaine, il a été célébré, au niveau des Nations Unies, il a été célébré la journée mondiale de la paix. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est chaque année, dans le mois de septembre de chaque année que cette journée est célébrée. Et je ne sais pas quelle est votre définition de la paix. Je vais vous étonner en disant la paix, oui. Mais je veux que chacun puisse avoir sa pitance quotidienne. Que chacun puisse avoir 2 ou 3 repas et nous aurons la paix.
Ça, c'est une définition assez simple. Pour vous, c'est ça. Oui, pour moi, c'est Si ça. tout le monde mange à sa faim, Nous aurons la donc nous aurons la paix dans le monde. On ne peut pas être riche seul, parce que les questions de famine, les questions de conflit, qu'est-ce qui amène ça? C'est l'accumulation de richesses par certains, et les autres, ils n'ont rien. Même quand vous voyez des gens qui ne continuent pas à s'enrichir, pourquoi ils ne continuent pas à s'enrichir? C'est pour faire quoi avec? Non, mais en fait, il faut poser la question aux riches alors. Non, il y a des moments où il faut redistribuer. Moi, je suis pour l'entrepreneuriat. Je suis pour que les gens puissent s'enrichir, mais il faut un mécanisme de redistribution. On ne peut pas être heureux seul. C'est pour ça qu'on doit être au service de sa population, de son pays. Oui, de son entreprise des fois. C'est pour ça. La question que je pose, ce n'est pas au niveau micro, c'est au niveau beaucoup plus macro. Quand vous atteignez un niveau de richesse, ni vous, ni vos petits-enfants, ni vos enfants ne vont souffrir. Mais pourquoi vous devez accumuler au détriment de ceux qui n'ont pas, ceux qui n'arrivent pas à faire un seul repas par jour? Et c'est ce que je trouve injuste. Quand nous allons arriver à un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, beaucoup plus sincère, je pense qu'il y aura moins de conflits et on aura véritablement la paix. Est-ce qu'on aura un monde plus juste un jour? Les égos ne permettent pas. Les égos ne permettent pas, mais c'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur. Que nous ayons des leaders qui prennent en compte la conscience collective et que nous puissions dire que personne ne peut être heureux seul. Il faut que nous puissions redistribuer pour que nous puissions avoir le sourire sur le visage des gens. C'est là où nous aurons la paix. Vous habitez où? À Lobin? C'est important. C'est une question. C'est juste pour savoir si, dans votre zone, si vous distribuez, si les gens sont heureux autour de vous, si vous avez la paix que vous rêvez là, si vous l'avez... Non, ce que je dis, vous pouvez être un philanthrope, mais ce que je dis ne dit pas que chaque matin vous devez vous lever et distribuer. Vous n'êtes pas les affaires sociales du Togo. Ce que je dis, c'est profond en fait. C'est à travers des mécanismes, à travers des politiques publiques. Vous devez avoir un système de redistribution. Mais au niveau macro, comme je l'ai dit, pas au niveau des individus. Au niveau des individus, moi je fais ce que je peux dans ma circonscription électorale, dans la préfecture où je suis né. Je fais ce que je peux. Mais je n'ai pas la prétention chaque matin d'aller distribuer du riz ou du maïs pour dire qu'on a la paix. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. La célébration de cette année tournait autour du thème du racisme. Est-ce que pour vous c'est un thème important ou pas? Si c'est un thème important, je pense qu'il faut lutter contre le racisme, d'où qu'il vienne. Des fois, on pense que le racisme, c'est seulement les blancs contre les noirs. Ça peut être aussi les noirs contre les blancs. Ça peut être aussi les arabes contre les noirs. Donc le racisme, c'est pratiquement toutes les couleurs. Il faut faire en sorte que nous ayons un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste, où la peau, la couleur de la peau n'est pas un problème. Véritablement. Vous allez dans des pays comme le Canada où c'est une nation cosmopolite, les gens sont venus d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient. C'est là où vous voyez que la peau n'a pas d'importance. Vous allez voir un brassage culturel. La peau n'a pas d'importance. Au-delà de la peau, par exemple, si nous ramenons ce type de sujet dans nos communautés, les lieux de provenance, parfois ces lieux de provenance jouent sur le vivre ensemble. Oui, parce qu'on nous a divisés. On nous a divisés, on a monté les ethnies, tout ça là, ça vient également de la colonisation, la décolonisation qui a été mal faite. On n'a pas donné envie aux gens de vivre ensemble et de pouvoir avoir l'idéal, d'aimer l'amour de la patrie, l'amour du pays, de comprendre que nous pouvons gagner de nos différences. Et c'est ce que nous voulons construire, une nation unie, une nation patriotique. Et nous le disons dans notre ouvrage. La première révolution que nous devons faire, c'est la révolution au niveau des mentalités. Avoir foi en cette nation, donner aux gens envie de rêver, qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent réussir. C'est de ça également que nous parlons dans notre ouvrage pour dire que le fait de rentrer dans nos Commonwealth est une opportunité pour notre pays de s'affranchir de tout ce qui pèse sur nous. Et à travers le discours du ministre des Affaires étrangères, à travers le discours d'un certain nombre de leaders africains, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Mais nous ne disons pas que après ces discours, bien après ces adhésions, notre problème de développement de pauvreté sera réglé. Non. Il faut qu'on se donne les moyens, à travers les politiques publiques que nous prenons, à travers la bonne gouvernance, de pouvoir faire comme les Asiatiques. Vous parlez souvent des Asiatiques. Oui, c'est la référence actuellement. On peut faire comme eux. Parce qu'il y a Mieux que 50 les ans... Européens? Oui, peut-être. Quand vous prenez Singapour, vous prenez la Corée du Sud, et c'est là où vous comprenez. Vous vous imaginez que les institutions qui mesurent la qualité de l'enseignement dans un certain nombre de pays, vous prenez la Corée du Sud, vous prenez un certain nombre de pays, par exemple les mathématiques et l'informatique, ils sont même en avance sur les étudiants ou bien les écoliers européens.
Mais comment ils ont pu faire ça alors qu'eux-mêmes, ils ont été colonisés par l'Europe? Donc arrêtons les défaitismes, arrêtons de nous plaindre, et travaillons, aimons notre pays, profitons d'un certain nombre de choses pour casser les barrières qui ne nous permettent pas de nous développer. Aucune puissance, je le dis bien, aucune puissance ne viendra nous aider. Ceux qui pensent que les gens viennent pour nous aider, les gens viennent parce que vous avez quelque chose à vendre. Si vous n'avez rien, il y a des pays africains où combien de multinationales vous allez voir? Parce que dans ces pays, il n'y a pas de sous-sol. Le sous-sol est vide. Donc, les gens ne viennent pas nous aider, ils viennent faire des affaires. Faisons-nous respecter et signons des contrats qui favorisent nos peuples. Ne signons pas les contrats qui enrichissent les leaders, mais qui favorisent les peuples, pour que nous puissions construire les infrastructures. Nous, notre problème, c'est un problème de développement. C'est comment faire les routes, comment faire les hôpitaux, comment faire les écoles. Réformer notre système éducatif. Donner les moyens aux gens de rester dans leur lieu de résidence. L'irrigation. Et leur donner des machines pour qu'ils puissent faire de la mécanisation. Mais c'est de ça que nous avons besoin. Et nos produits, nous devons les transformer sur place. Quand quelqu'un vient, il transforme. Un minimum de transformation, sinon on ne peut pas vendre. Un pays qui continue par vendre ses matières premières, c'est un pays qui sera toujours sous-développé. En même temps que vous évoquez ces valeurs-là, je crois qu'il ne faudrait pas oublier, par exemple, que le continent africain est miné, notamment par la corruption. La corruption. Qui corrompt? Qui a appris aux gens à être corrompus? Quand vous voyez nos leaders dans les années 60, est-ce que c'était des gens corrompus? Qui nous a appris la corruption? Non, mais en fait, vous voulez rejeter ça aussi. Non, je ne rejette pas. Quand je finis de dire ça, je vais vous dire quelle est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de rester dans ces chemins-là. Nous devons casser ces chemins-là. Nous devons représenter l'élite qui donne, qui a de la valeur et qui donne envie aux jeunes de rêver. Et c'est ce que nous voulons incarner et faire correctement les choses. On ne peut pas continuer par s'enrichir. Il faut qu'on travaille pour nos pays. Quand vous dites tout le temps, j'ai posé cette question il y a un instant. Cette génération-là, il y a qui dans cette génération? Je sais qu'il y a vous, mais il y a qui dans cette génération? Mais moi, je parle sur le continent africain, je ne parle pas forcément du Togo. Nous devons incarner une autre façon de faire la politique. Nous devons comprendre que s'enrichir ne sert à rien. Quand vous avez le minimum vital, les autres aussi doivent avoir le minimum vital. Mais quelqu'un qui crée son entreprise, lui, il a le droit de s'enrichir. Quand je parle de ça, je parle de ceux qui servent l'État. Ceux qui servent l'État ne peuvent pas continuer par s'enrichir. Non. C'est pas normal. Si vous voulez vous enrichir, vous allez dans le privé. Dans le privé, l'État vous donne les moyens de pouvoir vous enrichir. Mais quand vous servez l'État, vous devez servir l'État. Vous devez faire en sorte qu'il y ait plus d'hôpitaux, qu'il y ait plus d'écoles, qu'il y ait plus d'infrastructures. Et vous devez incarner les valeurs de quelqu'un qui sert l'État. Mais c'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que s'il y a un minimum de bonne gouvernance, nos pays vont se développer. On n'a pas besoin de l'aide. On n'a pas besoin de l'aide publique au développement. On n'a pas besoin de dire qu'il y a des gens qui vont venir nous aider. Ils ne vont jamais venir nous aider. Il faut que nous puissions nous prendre en compte. Et il y a des pays qui ont montré qu'en 5 ans, qu'en 10 ans, avec la bonne gouvernance, qu'on peut passer d'un pays très sous-développé à un pays à revenu intermédiaire. On peut le faire. Sur ces valeurs-là que vous énumérez, comment justement combattre la corruption? Est-ce qu'il faudrait arrêter les gens? Est-ce qu'il faudrait... Il faut punir. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il faut punir après. Nos pays ne punissent pas. Et il y a des gens qui détournent les deniers de l'État, mais qui ne sont pas punis. Dans un certain nombre de pays. Et ça, ce n'est pas forcément des pays africains francophones, hein, même dans les pays anglophones, il y a ça. Donc, mais aussi, quand vous allez dire ça, on va vous dire que c'est facile de dire ça, parce qu'on a vu des gens, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait pire. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que nous avons, devant l'histoire, nous avons une responsabilité historique de ne pas faire comme les autres. Pour que nous puissions nous dire, dans 30 ans, nous pouvons être au niveau des pays asiatiques. Nous, en 2022, tous ceux qui veulent faire la politique, veulent s'engager dans la politique, nous devons avoir à l'idée qu'il faut servir notre nation. Pas venir se servir. Nous avons une responsabilité historique, comme je le dis. Et d'ici 30 ans, que nous puissions nous bomber la patrie. D'ici 30 ans ou d'ici 2030? Non, pour moi, mes ambitions, c'est de 2030. Mais je dis, si nous incarnons ce nouveau leadership, nous donnons à nos jeunes frères envie de rêver, aller vers l'entrepreneuriat. Nous laissons ceux qui sont dans la banlieue rester dans la banlieue, à travers l'irrigation, à travers des fonds, que nous allons investir massivement dans l'agriculture, qui puissent être de véritables entrepreneurs agricoles. Pas des cultivateurs, de véritables entrepreneurs agricoles. Que nous puissions être ce pays-là, même de la sous-région, qui vend ses produits. Que nous puissions transformer un minimum nos produits sur place. Nous réformer le système éducatif. Construire des hôpitaux. Nous ne pourrons pas admettre que nos chefs d'État aillent mourir à l'extérieur. Construire des hôpitaux. Si nous avons fait ça, je vous assure que dans 30 ans, quelqu'un ne viendra pas nous dire qu'on vous fait l'aide au développement ou bien qu'on nous programme alimentaire mondial. Non, ça c'est nous insulter. Vous parlez de fonds, là, est-ce qu'il existe déjà ou il faudrait aller les chercher? Les fonds, il y en a.
Il y en a déjà. Si vous faites de la bonne gouvernance, si vous avez des ministres qu'il faut à la place qu'il faut, qui ont un bon réseau, vous pouvez avoir beaucoup de financement. Parce qu'il faut respecter juste les critères. Il y a beaucoup de financement. Mais il y a beaucoup d'États qui ne profitent pas de ces financements parce qu'ils savent, comment faire. Quand vous parlez de financement, ça veut dire que c'est des financements externes alors. Même si c'est des financements externes, si votre pays est bien géré, vous aurez toujours des financements. Mais les gens ne viennent pas vous aider. Ceux qui vous financent aussi. Est-ce que ces financements-là ne vont pas conduire à un certain nombre de conditionnements? Mais si les conditions, vous n'êtes pas obligé d'accepter ces conditions, d'abord, il faut compter sur soi. Ce que je dis, quand vous faites les réformes au niveau local, au niveau de la gouvernance, ces efforts-là permettent à l'économie de mieux se porter et vous vous prenez en charge. Maintenant, quand votre pays est bien géré, je vous assure que vous pouvez avoir des fonds à l'extérieur. Il y a ce commentaire de David Satou, la pauvreté n'est pas héréditaire. Chacun peut changer sa situation, c'est une question de mentalité, de rêve, de prise de conscience, de décision et d'action. Nous devons commencer par l'enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge. Tout le monde peut améliorer sa situation dans une gouvernance politique améliorée. Je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est ça notre combat. C'est une transformation au niveau des mentalités. C'est donner envie à nos jeunes frères de rêver. C'est leur dire qu'ils peuvent se prendre en compte. Finir le défaitisme. Finir dire que non, on ne peut pas parce que... Et puis, finir de penser que c'est l'extérieur qui fera de nous des gens riches. J'ai vu des gens qui sont partis de ce pays-là, qui ont maudit ce pays-là, mais qui veulent revenir maintenant. Parce qu'au bout de 20-30 ans en Europe, vous avez déjà une petite famille, vous avez un petit boulot, vous avez pu acheter une petite maison, c'est fini, vos rêves s'arrêtent là-bas. Là, vous voulez revenir au pays. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Vous n'avez rien fait pour le pays. Et quand vous revenez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de place. Rêvons, construisons ce pays, c'est un beau pays, un grand pays. Nous pouvons transformer ce pays qui a beaucoup d'atouts, qui a des atouts énormes. Et nous voulons incarner cette gouvernance qui nous permet de réussir économiquement comme Alassane Ouattara, d'avoir la diplomatie de Faure Gnassingbé, la sécurité de Faure Gnassingbé, l'audace de Paul Kagame et la rupture du président Talon. Non, mais en fait, vous avez une belle combinaison là. Ben oui. Une belle combinaison. C'est ce que nous voulons incarner. Nous parlions de la paix, il nous reste encore 7 minutes, mais nous parlions de la paix. Cette paix, elle est de plus en plus menacée, notamment par les grandes puissances. Cette semaine, à la célébration, on a constaté qu'un certain nombre de discours va-t-en-guerre ont été tenus. Est-ce que, finalement, là... Nous sommes en train de voir une guerre d'hégémonie entre le bloc de l'Occident et la Russie. Et fatalement... La guerre froide qui est en train de revenir. Oui, la guerre froide qui est en train de revenir. Oui, mais il faut comprendre aussi qu'il faut être juste dans ses prises de position et dans ce que nous... Vous ne pouvez pas aller attaquer l'Afghanistan. Vous avez attaqué la Libye. Vous avez attaqué l'Irak. Vous avez fait des milliers de morts. Personne n'a réagi. Et vous ne pouvez pas menacer la sécurité d'un pays alors que vous avez eu des accords, mais si ces accords ne sont pas signés. Moi, c'est juste sur le principe. Mais je ne suis pas aussi pour autant d'accord que la Russie aille attaquer l'Ukraine. Mais c'est pour le principe. Pourquoi est-ce que vous êtes, si vous voulez la paix, pourquoi est-ce que vous renforcez votre sécurité? Pourquoi est-ce que vous renforcez tous les pays qui doivent faire partie de l'OTAN si vous voulez la paix? Mais pourquoi vous continuez par faire cette politique-là? Mais discutez avec les gens, dites, ok, nous pouvons faire des accords avec ces pays, mais ils ne sont pas obligés de rentrer dans l'OTAN. Pourquoi vous continuez par mettre des armes qui peuvent menacer la sécurité d'un pays alors que vous n'accepterez pas, vous, que ce pays-là, qui s'appelle la Russie, aille mettre des missiles à Cuba? Mais vous allez accepter? Ou la France va accepter que la Russie aille signer des accords avec la Corse ou un pays africain, par exemple la Tunisie, et mettre ses missiles? Non, il faut qu'on soit juste. Moi, c'est pour le principe. Et à la fois, je ne suis pas pour que... Parce que l'Ukraine, c'est un pays indépendant. Donc, quand vous rentrez dans une guerre, une telle guerre, difficile de savoir qui a raison, qui a tort. C'est une guerre d'hégémonie entre des puissances. Et comme moi, je l'ai toujours dit, nous, on ne doit pas prendre parti. On ne peut pas nous demander de prendre parti. Parce que souvent, quand ces gens-là s'entendent là, ils ne nous appellent pas. Mais c'est ce qui a été dit. C'est quand il faut les palables qu'ils veulent nous appeler. Quand ils s'entendent souvent là, ils ne nous ont jamais appelés. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on s'aligne? Nous, on n'a pas à s'aligner. Nos priorités, c'est les routes, c'est les hôpitaux, c'est la jeunesse, c'est l'emploi. Nous, on n'a pas à nous aligner. Là, vous ne comprenez pas le président français Emmanuel Macron qui dénonçait justement cette neutralité des pays africains. Nous n'avons pas à le comprendre. Il gère la France pour les Français, nous on gère nos pays. Nous, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on parle un peu de cet ouvrage que j'ai sous la main. C'est la première fois que j'ai déjà entendu parler de cet ouvrage. Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Expliquez-nous d'abord le titre.
Non, le titre... Même si je comprends. Non, le titre, c'est juste pour dire que nous pouvons nous affranchir de ce qui ne nous a pas permis de nous développer en 60 ans. Parce que si en 60 ans, nous devons être développés, nous serons déjà développés. Les schémas hérités de la colonisation, d'abord de la traite de négrière, de la colonisation, de la décolonisation qui a été mal faite. La décolonisation a été faite parce que les gens avaient soif de liberté et on nous a punis. Et les institutions qu'on nous a mis en place ne nous ont pas permis de nous émanciper. Et ces institutions, c'est des outils de domination que nous combattons, que nous devons combattre. Nous sommes assez grands, nous sommes assez matures pour pouvoir nous prendre en charge. Et je pense que nous sommes des pays qui ont besoin d'émancipation. Les banques centrales, aussi, c'est des outils de colonisation, d'assujettissement. Donc, nous sommes contre un certain nombre de choses qu'on a mis et qui ne nous permettent pas à nos nations de se développer. Et l'opportunité que nous avons de rentrer dans nos Commonwealth nous permettent de nous prendre en charge et puis de vanter le multilatéralisme. Mais nous n'avons pas la prétention de dire que le Togo dans le Commonwealth va régler nos problèmes de développement. Mais nous disons, saisissons l'opportunité du Commonwealth pour poser les actes qui nous permettront de nous développer demain. Le bilinguisme, la réforme de notre système éducatif, que l'anglais et le français deviennent nos deux langues officielles et que nous puissions également faire la promotion de nos langues endogènes. Ceci étant dit, nous devons saisir maintenant les opportunités du Commonwealth. Les opportunités du Commonwealth, c'est des publications, c'est des bourses, c'est pour les agriculteurs, c'est des voyages, c'est un marché de près de 2 milliards. Donc nous devons saisir l'ensemble de ces opportunités, mais nous donnons les moyens de saisir ces opportunités. Et nous devons rapidement mettre un système en place pour les députés, les ministres et tout l'ensemble des acteurs qui seront amenés à siéger dans un certain nombre d'institutions du ressort du Commonwealth, de pouvoir s'exprimer, parler facilement en anglais, lire en anglais. Les diplomates, vous serez surpris d'aller dans un pays francophone, siège des Nations Unies, où toutes les discussions se font en anglais. Mais personne n'a dit aux gens de parler anglais. Même le pays hôte, toutes les discussions se font en anglais. Maintenant, si nos diplomates ne maîtrisent pas la langue, il faut comment? Bien, merci. Il y a cette dernière question qui est envoyée, cette question qui porte sur l'état d'urgence sanitaire. Je lis la question. L'état d'urgence sanitaire et la loi d'habilitation sont arrivés à terme. Le gouvernement a-t-il introduit une demande auprès de l'Assemblée nationale? Pas à ma connaissance. Avec la... Oui. Oui, non, pas à ma connaissance. Nous venons de voter à Kara un état d'urgence sécuritaire juste pour la région des Savanes. Avec la situation sécuritaire actuellement, le gouvernement envisage un nouveau format des campagnes électorales. Qu'en pensez-vous? C'est l'autre ou la deuxième partie de la question. Format des campagnes, je n'ai pas compris la question. Moi-même, je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y aura des élections régionales en début d'année prochaine et l'ensemble des états-majors, nous sommes en train de nous organiser pour participer à ces élections parce que ça sera la première fois ce genre d'élection au Togo, les régionales. Et nous sommes, comme nous l'avons dit, nous sommes un parti politique, nous nous apprêtons à l'ensemble des élections. Et notre ambition, c'est d'avoir les compétences, d'avoir les acteurs en notre sein pour pouvoir compétir et avoir des prétentions de pouvoir assurer une présidence ambitieuse en 2030. Et nous nous donnons les moyens pour ça. Et ça passe par la participation à l'ensemble des élections qui sont prévues dans l'agenda qu'un parti politique responsable doit connaître. Le livre, est-ce qu'il est en vente? Oui, il est en vente dans les librairies à 4 000. Bientôt sur Amazon aussi. Est-ce que par exemple, on a vu que vous étiez à l'intérieur du pays à propos de ce livre? Nous avons d'abord fait une tournée européenne. Après, il y aura une tournée africaine et américaine. Et nous sommes également partis présenter le livre à nos compatriotes qui nous ont accueillis, qui nous ont félicités pour la qualité du travail qui a été fait. Et en fait, c'est un livre qui a pour objectif de sensibiliser nos populations pour cette adhésion au Commonwealth. Qu'on ne dise pas, oui, c'est une adhésion de plus. Non, c'est une adhésion véritablement qui peut nous permettre de nous prendre en charge. Et nous voulons l'émancipation des peuples. La question de la souveraineté ne se négocie pas pour nous. C'est une question vitale pour les États et une question de réciprocité, de respect mutuel que les gens nous laissent prendre nos décisions et nous assumer. Par rapport à la dernière question, je fais une précision, où il y a une précision qui a été envoyée par l'auditeur. Il dit
les campagnes ne seront plus faites comme avant avec les grandes foules en raison de la menace sécuritaire. C'est le ministre Christian Trimon qui avait annoncé la réflexion la dernière fois lors de la célébration de la journée internationale de la paix. Donc vous n'êtes pas... Non, pour le moment, oui, peut-être c'est des réflexions, mais nous, en tant que parti politique, on ne nous a pas dit que lors des campagnes, voilà comment vous devez. Donc peut-être que la question va se poser ultérieurement et nous aviserons. Et comme je l'ai dit, nous rêvons d'incarner la rupture de talent, la réussite économique du président. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit. Oui, mais je préfère me répéter. L'audace de Paul Kagame et la réussite sécuritaire de Faure Gnassingbé. Vous parlez anglais? Oui, je m'essaie. Ok, faites la conclusion en anglais pour les auditeurs. We have a big country. We need to put our effort together to have a great country. And I hope this country will become the greatest country in West Africa. Thank you. Thank you. Cette émission, elle s'achève. Elle a été réalisée avec le concours de Venceslas Boga Akoudo avec comme invité Innocent Kagbara, député de l'Assemblée nationale et président du PDP. Nous avons fait une petite découverte de son ouvrage intitulé Le Togo et l'usure de la francophonie, de la nécessité de rejoindre le Commonwealth. Je m'appelle Pierre Ouatiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.